J'enregistre. Donc en gros, là l'idée c'est que si tu es du côté gauche de l'écran, je te vois pas. Ouais. Là où tu es actuellement, je te vois pas par exemple. Et si tu es du côté droit, je te vois. Très bien. Ouais. Ouais. Ça sera moins... ouais, on t'entendra mieux de toute façon si tu es là que si tu es là. Ouais. Je vais juste dire bonjour à Virginie aussi. Oui, je sais de pas très. T'inquiète pas, de toute façon, j'ai pas. Petit coup de barre quand même, mais inévitable. Non. Un peu de chocolat. Bon non, c'est bien, j'ai bu du jus. Ça va. Une fois qu'il sera parti. Je dirais peut-être un autre début. L'article partenariat. Vous avez vu, j'ai eu un beau cadeau de Noël. Calvin Bull m'a sorti le t-shirt officiel, c'est le seul qui existe sur. Je vais peut-être passer un petit peu. Je me lèverai une fois au début et après je me rassois et après je me. Il n'y a pas de choix en fait. Merci. Donc ça marche. Je suis un peu trop insistant, donc il faut que je me calme aussi. Je vais cacher des trucs. Ah ouais, énergique. J'ai une terrasse, je vais mettre je prends le micro, c'est quand même bien. Ouais, c'est bon. Ou si tu veux, je te passe la main au début ou tu Mais je pense qu'il va introduire, je vais dire 2-3 trucs sur l'assaut, les partenariats, machin. Ouais, bon, je fais une minute. Ouais, il y a le premier slide, si tu veux, enfin, le slide suivant, là, il y a une autonomie. D'accord, ok. Il y aura juste des personnes qui partent que je vais encaisser au début. Pas de problème. Pour les slides, quoi, mais... Parce que je vais laisser sur ce slide. Bonsoir à tous, tu veux laisser comme ça? Ouais. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc on est très content de vous présenter la conférence avec l'ILTP qui était en préparation de longue date. Que dire? Ouais, maintenant on va faire un chapeau, je sais pas si vous avez vu un peu Café Climat, parce qu'on accueille beaucoup d'événements autour de la biodiversité, du climat, de l'écosystème, etc. Donc vous êtes dans le chapeau, vous n'avez pas prévenu, mais voilà, et on va en faire pas mal sur le premier semestre là, enfin, vous verrez le programme sur le site. Que dire, je sais plus, pour ceux qui sont déjà venus, pas venus, etc., n'oubliez pas que si vous voulez vous servir, vous pouvez dans la cuisine pendant l'événement, c'est fait pour.
N'hésitez pas à poser des questions pendant, sauf si tu préfères pas. Oh, si. Mais l'idée c'est vraiment d'échanger et tout. De toute manière, il y aura un temps à la fin prévu pour discuter. Et voilà, je vais pas prendre plus de temps. Tu me donnes le micro Ouais, Ouais, je vais déjà dire un mot pour évidemment remercier le Récafé de nous accueillir pour la deuxième fois, donc ça c'est vraiment très très chouette. Que voilà, bon, l'INTP, Mathieu va vous en reparler un peu après, c'est une expérience, c'est une association et c'est aussi une expérience destinée un petit peu à faire de la science autrement, dans un lieu associatif, avec des chercheurs en poste, mais qui ont aussi une ouverture sur la société. En gros, on fait 3 types d'actions différentes à l'INTP. Déjà, de la production d'articles scientifiques, voilà, comme n'importe quelle association ou collectif de chercheurs ou laboratoire, etc. Il y a des résidences d'artistes et de scientifiques, enfin surtout des résidences de scientifiques, mais aussi des résidences d'artistes qui permettent aussi de faire des regards croisés sciences et société. Et après, on a une petite partie, tout ce qui est médiation scientifique et interface avec l'extérieur. Notamment faire des événements comme aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ça. Ça fait 2 ans que l'association existe, on commence à avoir pas mal de partenariats solides, dont le partenariat avec le Récafé qui nous permet de venir et de vous parler aujourd'hui. Moi étant totalement un imposteur et n'étant pas un scientifique, je ne vais pas garder le micro beaucoup plus longtemps, simplement pour vous signaler que dans les partenariats qu'on a, on a aussi un partenariat avec un réseau de podcasts que je dirige qui s'appelle le Calvin Ball Consortium, j'ai un beau t-shirt. Voilà, donc ultérieurement, suivez les news de l'Eurécafé sur Instagram parce qu'il y aura probablement une rediffusion sous forme vidéo et aussi sous forme de podcast de cette conférence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne conférence, je passe la parole à Mathieu. Merci. Donc ouais, je vais pas vous parler très longtemps de ça, mais c'est juste si vous faites de la science ou vous êtes intéressé par ce genre de choses, il y a une cabane en Ariège où on est quelques chercheurs coincés dans la montagne à faire de la recherche. Une grande cabane quand même, c'est Ouais. 14 chambres. Voilà, Oui, ça va. C'est pas trop mal comme cabane. Je vais peut-être prendre le petit machin. Et du coup, en fait, ça vient un peu du fait que on est une bande de gens de plein de disciplines différentes, qu'on a eu envie d'avoir un lieu dans lequel on pouvait faire venir un peu qui on voulait, puis faire un peu de la recherche en restant connecté avec le monde de la science officielle. On n'est pas complètement en train de faire des trucs ésotériques, mais en faisant aussi un peu les choses à notre sauce, comme en organisant les événements qu'on veut. Et donc du coup, ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est un peu l'idée que vous avez tous entendu parler de questions de biodiversité. Je pense que ça c'est assez classique en ce moment. Mais je veux vous faire percevoir le fait qu'à mon sens, il y a des trucs à comprendre en réfléchissant un peu de façon théorique, un peu de façon... il n'y aura pas d'équation, des trucs comme ça, mais il faut savoir que c'est possible. On peut faire ce genre de choses. C'est même une des spécialités. C'est même une de nos spécialités. En gros, de faire un peu des interfaces entre le monde obscur et terrible. Vous inquiétez pas, ce sera pas le monde terrible des mathématiques et le monde gentil et doux des animaux. En vrai, les animaux sont bien pires que les mathématiques. Je sais pas pourquoi vous les aimez. Bon. Ok. Je vais commencer. Alors, participer, poser des questions, parler avec moi, parler entre vous si vous voulez. Je vais commencer par, si ça passe, une question bête. Si je prends juste les animaux, est-ce que vous avez un ordre de grandeur de combien il y en a d'espèces? Est-ce que c'est des milliers? Est-ce que c'est des millions? Est-ce que c'est des milliards? Est-ce que c'est des milliers de milliards? Je pense 14, moi. Ok, on a un vote à 14. Un autre vote. Milliards. Ok, je prends un troisième vote et puis après j'enchaîne. Moi je dirais en vrai des millions, parce que milliards c'est si on commence à compter les archées et les trucs horribles comme ça. Ouais, là je suis juste sur les animaux. D'accord. Je suis juste sur les animaux. Plutôt millions. Millions. GG. Écoutez, il y en a 3. Le bœuf, le poulet et le porc. Donc, bien joué. En fait, il y a en espèces connues, il y a 2 millions d'espèces connues d'animaux, dont 1 million d'insectes. Alors, les biologistes aiment les insectes, ou les insectes aiment la biologie, on ne sait pas. En tout cas, il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'insectes. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'insectes qui ont été connus que genre des mollusques? C'est une bonne question. Alors, il y a tout un tas de problèmes pour savoir comment est-ce qu'on définit des espèces, comment est-ce qu'on les compte. Et bon, en tout cas, il faut savoir que les mammifères, voilà, nous on est là. On est un peu plus divers que les coraux, mais on est moins divers que les grenouilles. C'est pour vous dire, voilà.
On est entre les coraux et les grenouilles sur l'échelle de la diversité. C'est pas incroyable, ce mammifère. Bon. Donc voilà, Dieu aime les insectes. C'est sa conclusion générale de la plupart des biologistes. Et en particulier les scarabées, les trucs comme ça, il y en a à foison. Alors ça, c'est le nombre d'espèces connues. Et le nombre d'espèces inconnues. Je vais y arriver. En fait, vous pouvez me dire comment est-ce que je pourrais savoir combien d'espèces on dit qu'on ne connaît pas. C'est une bonne question. Donc je vais aller vers la réponse à ça. Ça sera le premier point peut-être de ce que je vais vous raconter. Mais peut-être la première question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à compter des espèces. Voilà. Bon, alors déjà, il y a une raison très très pragmatique, c'est que tout le monde aime faire des collections de trucs, des timbres, des choses comme ça. Et depuis la Renaissance, c'est cool, quand vous êtes un aristocrate, genre italien en 1470, d'avoir une collection de lézards morts. Bon, voilà. Et du coup, c'est posé assez rapidement une question importante, qui est, si on veut avoir plus d'espèces dans sa collection, il faut faire combien d'efforts? Donc imaginez que ceci est Napoléon, vous le reconnaissez à la main dans le truc. Ceci, c'est des bateaux, c'est l'expédition Baudin, qui est partie en Australie. Et un des pitchs de l'expédition Baudin, c'était de trouver plus d'espèces. L'Australie, c'était un bon endroit pour ça, c'était pas une mauvaise idée. Mais en gros, à vue de nez, si on disait que par exemple, il faut 1 mois pour trouver 100 espèces, c'est un chiffre complètement aléatoire, mais bon voilà, mettons. À votre avis, combien de temps est-ce qu'il faut pour en trouver 200 nouvelles, des espèces qu'on n'a jamais vues encore? 2 mois, 3 mois, 1 an à peu près. D'autres votes? Bon, alors, Prouch, 1 an à peu près. Donc, bonne estimation. Il s'avère que si vous vouliez en trouver 1000, il faudrait un siècle. Il y a un truc très très enquiquinant, ça s'appelle la courbe du collectionneur. En gros, ça c'est un exemple. Alors, il y aura des graphiques comme ça, comme si c'était des vrais trucs de science, vous m'excuserez. Mais donc voilà, ça c'est un exemple dans lequel un type se balade, ou des personnes en général se baladent dans la forêt, et en fonction du nombre d'endroits qu'ils ont visités dans la forêt, combien d'espèces qu'ils ont vues. Et vous voyez par exemple que au bout de 10 endroits, ils ont vu à peu près 80 espèces, et il faut 100 endroits pour en voir à peu près le double. Donc en fait, il faut à peu près multiplier par 10 l'effort pour multiplier par 2 la quantité de choses que vous voyez. Ce qui est embêtant. Est-ce que vous avez une intuition de pourquoi? Pourquoi c'est si dur de trouver beaucoup plus d'espèces? Parce que dans ces mêmes endroits, c'est les mêmes espèces qu'on va retrouver. Donc après, il faut vraiment partir dans des endroits inconnus pour en trouver d'autres. Effectivement, c'est qu'en gros, il y a des espèces... Ouch. Échec. Bon. Oui, effectivement. Il y a des espèces qui sont littéralement partout, genre les pigeons. Du coup, vous sortez de chez vous, vous avez vu un pigeon, c'est bon. Et par contre, pour voir genre un colibri à poil vert, ce n'est pas un nom. Oui, à poil. Bon, je suis un biologiste. Bon, on va rester sur le colibri. Pour voir un colibri, il faut aller dans une forêt où il y a des colibris, quoi. Du coup, il faut aller loin. Et donc là, c'est en fait le nombre d'espèces. La largeur de la barre, c'est le nombre d'espèces qui ont une certaine abondance. Donc par exemple, il y a des espèces dont il y a plus de 100 millions d'individus dans le monde, genre les mouettes, voilà, les pigeons, les mouettes, tout ça, voilà, relou qui viennent vous piquer vos frites quand vous êtes sur un banc. Voilà, il y en a des tonnes. Et puis il y a des espèces dont il y a moins de 100. Alors, typiquement, elles sont mal en point, je vous le cache pas. Et bon, le gros des espèces est autour de 100 000, mais voilà, il y a quand même, là en gros, on va on dirait à peu près, je sais pas, 10 ordres de grandeur, quoi, entre l'espèce la plus rare et l'espèce la plus abondante. Donc c'est très facile d'avoir cela, et puis voilà. Donc c'est un phénomène connu. Les communes, les rares et les super rares, si vous avez joué à Magic ou ce genre de choses, vous connaissez le problème. Et du coup, il y a il y a un étudiant en écologie de l'Université de Columbia que je remercie, qui s'est amusé à aller jouer à Pokémon Go à Manhattan, et qui a regardé combien d'endroits à Manhattan il fallait visiter pour choper combien d'espèces de Pokémon. Et donc du coup, donc c'est Dave Harrington, on le remercie, de l'Université de Columbia. Donc du coup, il a regardé à Chinatown, à Chelsea, dans le zoo du Bronx, à Harlem, etc. Il a vu que voilà, il avait chopé un Magikarp là, un Evoli ailleurs. Alors les Evoli, vous les chopez partout.
Les Evoli, c'est les pigeons des Pokémon, il faut le savoir. Alors ça, je sais même plus comment ça s'appelle, bon, les machins vraiment. Mini Draco, merci. Les Mini Draco, c'est dur. Donc il a fallu qu'il aille. Je crois que celui-là, il l'a chopé à Harlem, je pense. Et donc, du coup, vous voyez un peu le même truc qu'en fait, en deux lieux, mettons, il avait 20 espèces de Pokémon. Il a fallu visiter 12 lieux pour avoir 40 espèces de Pokémon. Donc, c'est un peu la même tendance. Donc, c'est un truc qui est assez universel. Ça marche pour des oiseaux, ça marche pour des Pokémon. On a des bonnes raisons de penser que ça va marcher en général. Et effectivement, il y a des scientifiques qui s'amusent à faire ça avec toutes sortes de bestioles. Alors là, les courbes, vous n'êtes peut-être pas habitués, c'est une échelle logarithmique. Voilà, c'est le pire mot que je dirais ce soir, je pense. Donc en fait, un truc qui a l'air à peu près comme une droite sur une échelle logarithmique, c'est un truc qui est très courbé comme ça sur une échelle normale. C'est en gros là, c'est chaque petite incrémentation, c'est un facteur 10. Donc par exemple, pour voir 10 fois plus de grenouilles, il faut visiter à peu près 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois plus, ou je crois juste 10 fois 10 fois 10, en gros 1000 fois plus d'endroits. Ce qui est relou, je ne le cache pas. Et ça marche pour des grenouilles, ça marche pour des piafs, ça marche pour des gnous et des mammifères en général. Ça marche en Afrique, en Eurasie, en Amérique du Nord, du Sud, etc. Donc c'est vraiment un truc qui semble être assez constant. Il n'y a pas un pays dans lequel vous allez trouver tout de suite des trucs rares, ça ne marche pas comme ça. N'hésitez pas à poser des questions, à interrompre, voilà, faire des blagues si vous voulez. Donc ça semble être un truc assez robuste. Alors c'est cool quand on voit des trucs en biologie qui sont reproductibles déjà. C'est pas genre chaque espèce elle est spéciale, parce que globalement la biologie c'est beaucoup ça. Là on dirait que toutes les espèces suivent un peu le même genre de tendance. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec une loi comme ça? Le premier truc qui est cool, c'est qu'on peut essayer de prédire combien d'espèces il y a qu'on ne connaît pas. Parce que vous voyez, donc là c'est un YouTuber, James Dingley, qui s'est amusé à essayer de prédire combien de monstres marins on n'a jamais vu, d'espèces de monstres marins on n'a jamais vu, en comptant comme monstres marins tous les animaux qui sont plus grands que les hommes et qui vivent dans l'eau, dans la mer spécifiquement. Donc là, entre 1829 et 2020, on a vu à peu près 200 espèces de monstres marins, dont des gros calamars, Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas le savoir. Voilà, le truc plus cool. Et probablement, en extrapolant cette courbe, il doit en manquer à peu près 6. Donc je ne veux pas être la personne qui va les rencontrer. Mais si vous voulez marquer une trace dans l'histoire, il y a encore une chance de choper un monstre marin. Et ça, c'est cool. Donc du coup, avec un principe un peu comme ça, je peux vous dire que il y a à peu près... Ouah Oula, pardon. Ah d'accord, c'est pas moi. C'est bon. Voilà, donc il y a à peu près 6 millions d'espèces d'animaux que personne n'a jamais vues. Donc ça fait beaucoup. La mauvaise nouvelle, c'est que vu que c'est probablement toutes des espèces rares, il va probablement plus bientôt y avoir 6 millions d'espèces que personne n'a jamais vues. Donc il y a un peu un jeu de est-ce qu'on arrivera à les nommer avant qu'elles meurent. C'est un peu ça le défi. Donc, mais bon voilà, là encore, si vous voulez laisser un nom, alors quand vous découvrez une espèce, vous avez le droit de lui donner le nom. Donc si vous avez un petit copain, une petite copine que vous voulez laisser dans l'histoire, il y a encore 6 millions de chances pour le moment. C'est possible. Ou un animal de compagnie, éventuellement. L'autre truc qu'on peut faire avec ça, et qui du coup est pertinent par rapport à ce que je disais avant, c'est qu'on peut essayer de prédire les extinctions. C'est-à-dire, en gros, si je sais qu'il faut tant de place pour avoir tant d'espèces, ça me dit, si je commence à enlever de la place pour mettre des supermarchés à la place, combien d'espèces est-ce que je vais perdre? Ça semble assez logique. Donc le truc qui est assez clair, c'est que ça dépend un petit peu de quels sont les endroits que je détruis d'abord. Alors là, je vais essayer de jouer, on va voir si ce truc-là fonctionne, c'est une tentative. Donc là, l'idée, c'est que c'est une courbe du collectionneur en termes de surface à visiter avant de trouver tant d'espèces. En l'occurrence, c'est des oiseaux dans des lacs, mais peu importe. Et il y a deux petites courbes, là. Il y a une courbe avec les points, qui est la courbe qu'on verrait si on part des petites îles en premier. C'est-à-dire on visite toutes les petites îles en premier, et on visite la plus grosse île en dernier. Ou alors il y a la courbe qui est, on visite la plus grosse île en premier,
et puis les plus petites îles en dernier. Vous voyez typiquement que si on visite la plus grosse île en premier, alors déjà on a visité plus de surface rapidement, ça semble logique, et on a trouvé un certain nombre d'espèces. Alors est-ce qu'à partir d'un graphique comme ça, vous avez une idée de si je veux faire des réserves, il vaut mieux en faire une grosse ou plein de petites? Parce que ça c'est une question pratique qu'on se pose souvent. Si on veut essayer de conserver de la forêt amazonienne ou un truc comme ça, est-ce qu'il vaut mieux avoir plein de petits bouts de forêt amazonienne ou avoir un gros bout? Donc, ouais. Plein de petits. Plein de petits. Et quel est l'argument? Pardon, je ne vois pas qui a parlé. Ah, pardon, au fond. Non, Alors. parce que du coup, la courbe là, Ouais. on a plus de trucs avec moins de territoire. Ouais, exactement. À territoire égal, là par exemple, là, si on conserve 50 hectares, mettons, à plein de petites, dans ce cas-là, on a sauvé 17 espèces, alors qu'avec juste 2 grosses, là, on a sauvé que 10 espèces. Donc ça, en vrai, c'est vrai dans ce système-là, ça dépend un petit peu. C'est très débattu de savoir en général, parce que si jamais on fait des réserves trop petites, bah, y a des chances que juste par hasard, la réserve soit détruite, il y a une mauvaise année, des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, c'est sûr que bah, souvent les espèces rares, elles sont concentrées dans des petits endroits perdus, quoi. Donc si on préserve ces endroits qui contiennent beaucoup d'espèces rares, ça vaut mieux que préserver énormément du Limousin, dans lequel il y a des vaches. Je présume, enfin, avec tout le respect que je dois aux gens du Limousin. Mais tu sais que c'est un truc qui est aussi utilisé en aménagement du territoire, en géographie, on voit ça un petit peu, c'est-à-dire quand tu dois par exemple assécher une mare, comme tu dis, faire un supermarché, ils vont faire des consultations avec des biologistes et ils vont dire il y a tel type de grenouille, tel type de grenouille, si on assèche tel bout de la mare, statistiquement on va éteindre telle population, si on assèche tout, donc c'est des cours qui sont utilisés en politique publique aussi. Il y avait une main levée quelque part? Ou non? Ok. Non, ok. Donc voilà, si un jour vous devez prendre une décision sur, mettons, dans votre jardin, quand vous avez plusieurs petits bouts de jardin ou un gros bout de jardin, bah, essayez de trouver un naturaliste qui vous dira ok, ceci est la courbe. C'est ce que font les naturalistes. Prouch. Oui. Par contre, ça ne prend pas en compte le fait que les liens entre les différentes petites portions si par exemple, j'en sais rien, pour les grenouilles typiquement, il y a des migrations de grenouilles, si on met des routes entre chaque portion d'espace protégé, voilà, ça ne prend pas en compte l'interaction en fait entre les différentes portions. Exactement, en fait c'est une question qui est assez compliquée parce que, mettons, si c'est des populations de... En fait, ce qui compte, c'est que si les lieux sont petits, les populations deviennent petites localement, du coup elles ont plus de risques de périr. Et puis souvent aussi, elles vont avoir du tout des migrations entre endroits, du coup elles risquent de périr sur la route aussi, effectivement. J'ai un ami dont la thèse c'était regarder des grenouilles mortes, et entre autres bestioles. Donc en fait, ouais, c'est un petit peu, ça dépend beaucoup des espèces. En fait, ce qu'il faut faire, pour les oiseaux c'est cool parce qu'ils peuvent voler au-dessus des trucs, certains. Voilà, pas les faisans, quoi. Mais bon, Mais oui, pour des grenouilles et des trucs comme ça, par exemple, c'est pas forcément une bonne stratégie de faire plein de petites réserves parce que typiquement, oui, tu peux juste. Faire des corridors, quoi. Voilà, il faut faire des corridors entre, il faut trouver des aménagements. On voit ça de plus en plus sous les routes, des panneaux qui sont des trucs qui sont aménagés, des tunnels. Ouais, c'est un cas étonnant de trucs où la théorie écologique a pris qu'il fallait faire un truc et la politique publique a suivi. C'est pas souvent que ça se fait, donc c'est cool. Big up aux gens qui ont décidé de faire des petits corridors à grenouilles, parce que total respect. Alors évidemment, un des problèmes, c'est que pour pouvoir utiliser cette courbe-là, pour essayer de dire à des gens, dépenser des millions d'euros pour faire des corridors à grenouilles, il faut avoir foi dans le fait que la loi est vraie et qu'elle va rester vraie dans le futur, que par exemple le changement climatique ne va pas complètement changer ça. Donc en fait, il y a une problématique, et c'est un peu la problématique de c'est le job de gens comme moi, disons en gros, c'est pour ça qu'on est parfois payé, qui est, en fait, est-ce qu'on peut comprendre ces lois, d'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles vont rester vraies dans le futur? Est-ce que ça risque de changer avec le changement climatique? Est-ce que, voilà, tout ce genre de trucs. Et du coup, on se retrouve, il y a des gens comme moi qui sont payés pour faire des maths ou des simulations sur ordinateur. Ça, c'est les labos français. C'est les labos français. On utilise des Minitel. Donc, ouais. Et essayer de comprendre en fait d'où vient cette loi et qu'est-ce qui pourrait la changer, en gros. Ok. Donc ça c'était la fin de mon introduction. Donc voilà, ça c'est un peu mon job.
c'est des oiseaux et puis il y a des équations qui flottent à travers. C'est parce que c'est la science. J'avais dit qu'il n'y aurait pas d'équations, je suis désolé, en fait j'ai menti. Il y a des équations décoratives. Mais il y a un oiseau devant alors. Avec un oiseau devant. Avec une maison spécifiquement. Puis là des poissons, parce que pourquoi pas. Parce que t'as une histoire avec le comté des poissons aussi. Oui, effectivement. J'ai été payé pour étudier les poissons. Ça arrive même aux meilleurs gens. Et du coup, en fait, ce que j'aimerais vous raconter, le gros de ce que j'aimerais vous raconter, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la biodiversité déjà? Et du coup, je vais essayer de faire ça à travers le prisme de 3 gens. Alors, aucun de ces gens n'est vraiment un écologue ou un... C'est juste des illustrations de 3 visions assez différentes qu'on peut avoir de pourquoi les espèces sont là où elles sont, pourquoi il y en a qui sont rares et qui sont abondantes, pourquoi il y en a qui sont sur le point de crever et d'autres ça va. Ce genre de choses. Voilà. Et la personne avec qui je vais commencer, donc choose your contestant. Le contestant que je choose, c'est Thomas Malthus, un économiste anglais, ça se voit, du XVIIIe siècle. Et je commence avec lui pour vous parler de la compétition et de la coexistence. Ça, c'est une des grosses thématiques en écologie. Et alors, c'est quoi le pitch là? Donc le pitch, c'est ça. Tous mes effets sont... Voilà. Oui. Alors, le pitch, c'est Malthus, donc lui, il n'en avait pas grand-chose à secouer des animaux, enfin que je sache, là où j'ai pas étudié sa vie, mais il nous a fait remarquer aux gens que les exponentielles, c'est gros, en fait, c'est rapidement gros. Donc si vous avez une bestiole au jour 0, au jour 6, vous avez des tonnes de bestioles. Qu'elles se reproduisent tous les jours. 2 puissance 6, je dois même pouvoir y arriver, ça doit faire 64, je pense. Et en fait, le problème du coup, c'est que si vous avez quoi que ce soit d'autre qui se passe dans l'univers, une exponentielle va finir par gagner. Tôt ou tard, vous allez remplir tout l'espace possible. Et donc du coup, la question c'est, en gros, pourquoi est-ce que l'univers entier, ou la Terre entière à minima, n'est pas juste remplie d'une espèce qui a tout gagné et qui a rempli tout? Donc en fait, on s'attendrait, ça s'appelle le démon de Darwin, ça fait classe comme ça, c'est que la meilleure espèce devrait toujours remplacer toutes les autres, en principe, par ce principe exponentiel. Et vous le voyez très bien, alors désolé un peu, je ne sais pas s'il est suffisamment tard, enfin ça fait suffisamment longtemps pour qu'on puisse parler de Covid sans évoquer des traumas qu'on a ici. Mais voilà les variants de Covid, en Angleterre en l'occurrence, entre juin 2021 et janvier 2022. Et quand il y a un variant qui est devenu un peu meilleur, Omicron, en quelques semaines, il est passé de 0% des cas à 100% des cas. Parce qu'avec un tout petit avantage, quand on est exponentiel, on remplit tout, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste une espèce? Alors, vous allez me dire, ok, oui, les humains sont en train de un peu faire ça. Donc oui, peut-être que la réponse est en fait, oui, c'est vrai. Mais il n'empêche que quand on sort dehors, on voit quand même des tonnes d'espèces qui n'ont pas encore réussi à s'éliminer les unes des autres. Et en particulier, le Covid n'a pas remplacé les autres coronavirus, les grippes, a priori. Donc, c'est bizarre, il arrive à se remplacer, enfin les variants se remplacent entre eux, mais ça n'arrive pas à remplacer des trucs qui sont un peu plus différents. Donc il y a un peu une question de pourquoi est-ce qu'il y a du remplacement ou pas. Donc le contre-argument que donnent les gens, c'est l'idée d'un peu de la niche écologique. C'est qu'en gros, si vous avez des espèces qui vivent dans des endroits différents et qui mangent des trucs différents, vous n'allez pas les remplacer, effectivement. Un canard ou un pluvier, merci. Un pluvier ne va jamais remplacer un flamand parce qu'il ne bouffe pas les mêmes trucs. Un cactus qui a des racines très, très plates et larges ne va pas remplacer un dattier qui peut aller chercher de l'eau à 5 mètres dans le désert. Et que du coup, bon an, mal an, la vie arrive à se distribuer sur différents trucs, de sorte que il y a quand même une diversité de choses qu'on peut faire, en dépit du fait que chacun peut en principe croître exponentiellement. Alors, le problème c'est que c'est un peu difficile en fait. C'est un argument qui verbalement fonctionne, mais ok, pourquoi est-ce que, en fait, ok, là on voit sur des oiseaux, pourquoi est-ce que vraiment une grippe et le Covid ne sont pas dans la même niche? Est-ce qu'elles sont dans la même niche ou pas vraiment? Est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que ça fait des choses assez différentes pour pas être en compétition? Et globalement, comment est-ce qu'on arrive à expliquer un peu ce mélange bizarre de, à la fois il y a plein d'espèces, et à la fois il y a des espèces qui quand même sont clairement en train de gagner par rapport à toutes les autres, quoi. Et donc ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaie de faire avec des maths,
et des modèles et des ordinateurs, des trucs comme ça, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réconcilier ces différents trucs, quoi. Il y a une espèce d'énigme qu'on a du mal à résoudre là. Donc peut-être qu'il y a un genre d'équilibre précis, comment dire, qui fait que, en dépit aucune espèce n'a suffisamment d'avantages pour arriver à buter tout le monde. Toutes les espèces qui survivent, c'est des espèces qui ont réussi à se hisser à peu près, à être assez proches de l'optimum. On pourrait dire qu'elles ont toutes la même fitness, elles sont toutes également, ou presque également, valables comme espèces. Parce qu'il y a un truc bizarre, voilà, l'exponentielle, pour réitérer, si vous avez genre juste 5% d'avantage par génération, au bout de 100 générations, vous avez 130 fois plus de descendants. Vous avez juste complètement rempli le truc. Et pourtant, les espèces, ça c'est les durées de vie d'espèces. Il y a plein d'espèces qui vivent pendant 100 millions d'années, qui coexistent avec d'autres espèces. 100 millions d'années, ça fait beaucoup de générations pour la plupart des espèces. Donc, il faut vraiment que l'avantage qu'elles ont les unes par rapport aux autres soit vraiment très 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 petit, quoi, quelque part. Que ce soit suffisamment petit, en moyenne, pour que même les espèces qui font plein de bébés n'arrivent jamais à complètement remplacer les espèces qui sont, à quelques endroits, suffisamment meilleures pour se maintenir à ces endroits-là. Vous pourriez vous dire, oui, même si je suis meilleur sur une liste très particulière, s'il y a genre 10 milliards de pigeons en face, je ne vais pas survivre. Et pourtant, ça semble être le cas. Donc voilà, ça fait partie de nos énigmes. Et alors là, peut-être que je pars un peu dans du métaphysique, mais on peut même se demander, à l'échelle de tout le vivant, on pourrait imaginer une compétition de tout le vivant, genre les bactéries contre les baleines, contre tout. Voilà, c'est genre free for all. Parce qu'en fait, depuis le début de la vie, être une bactérie ou être une baleine ou être un autre truc, c'est que des stratégies alternatives. On pourrait se dire, il y en a peut-être une qui est meilleure que les autres, pourquoi pas. Peut-être qu'en fait, par exemple, c'est mieux d'être un organisme avec plein de cellules qu'un organisme avec une seule cellule. Ça vous permet d'aller plus loin, de faire des fusées. Je sais pas, une bactérie, c'est difficile d'aller dans l'espace. Bon, voilà. Faire des fusées, pourquoi pas. Alors, effectivement, les baleines non plus font pas de fusées. Même nous, on galère. Même nous, on galère. Mais bon. Et en fait, il s'avère que, de façon rigolote, c'est juste une observation, hein, mais si vous regardez depuis les tout petits trucs, donc là c'est la taille corporelle de différents trucs, chaque barre ici, c'est en gros, si je fais mettons ici entre 1 gramme et 10 grammes, entre 10 grammes et 100 grammes, entre etc., 1 kilo, 10 kilos, ou ici 1 microgramme, 10 microgrammes. C'est la biomasse par d'une espèce. C'est ça, oui. C'est la taille d'un individu, de l'espèce en question. Donc ici on a les bactéries, ici on a les baleines, en gros, les baleines c'est gros, les bactéries c'est petit. Et si on regarde au total, à l'échelle de toute la planète, si on additionne le poids de toutes les bactéries, ou si on additionne le poids de toutes les baleines, il y a à peu près la même quantité. En fait, il y a la même quantité de tout petits trucs, que de trucs un peu plus gros, que de trucs moyennement gros, de zooplancton, de poissons. Il y a la même quantité en poids, mais il y a beaucoup plus de bactéries que de baleines à l'individu. Ouais, évidemment par individu, ouais. Il y en a beaucoup plus. Donc ça donne un peu l'impression que globalement, c'est pas pire, en fait, d'être une bactérie, d'être un zooplancton, d'être un poisson, d'être une baleine, que d'une manière ou d'une autre, à l'échelle de la planète, sur le temps de l'évolution, l'énergie, le je sais pas quoi, s'est dispatché un peu équitablement entre toutes ces solutions, parce qu'aucune solution n'est vraiment la meilleure. C'est pas comme si c'est vraiment beaucoup mieux d'être une bactérie que d'être une baleine, sinon il n'y aurait que des bactéries. Pas beaucoup mieux d'être une baleine que d'être une bactérie. C'est juste à peu près équitable. Et là, c'est quoi l'échelle de temps sur... Alors là c'est pas du temps, il n'y a pas de temps, en fait là c'est au même moment, des tout petits trucs jusqu'aux très gros trucs, et en gros là c'est la quantité totale de tous les individus mis ensemble. Sur Terre, en gigatonnes. Mais à un instant T. À un instant de... Ouais, exactement. Pas parce que la biomasse n'était pas du tout la même. Non, effectivement. Effectivement, alors en fait ce qui s'est passé sans doute c'est que au début, il y a genre 2 milliards d'années, il n'y avait que des bactéries. Et puis peu à peu ça s'est répandu. Vous voyez qu'en fait les trucs qui sont dernièrement arrivés, ils sont quand même plus bas que le reste. Donc mais peut-être qu'ils vont finir par remonter. Et peut-être qu'il y aura des trucs. Sauf qu'on touche un peu aux limites, parce que des trucs plus gros que des baleines, c'est compliqué. En fait, je sais pas. Non, c'est pas plus gros, mais c'est les mammifères, quoi. Ouais. Alors, là, en l'occurrence, c'est dans l'océan, donc les mammifères, c'est vraiment une édition assez récente. Ils ont décidé de retourner à l'eau. Parce que pourquoi pas. Mais en fait, il y a un problème, c'est qu'en fait, on peut pas être beaucoup plus gros qu'une baleine, juste pour raison physique. En fait, il y a un moment où juste vous pouvez plus pomper votre sang. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent quand vous êtes très très gros.
Donc probablement que là, on a à peu près atteint la limite du maximum grosseur, quoi. Est-ce qu'il y a une concurrence interne entre les espèces, enfin à l'intérieur même de l'espèce, c'est-à-dire en nombre d'individus, qui fait aussi une loi par rapport à la biomasse? Oui, alors effectivement, au sein d'une classe, il y a plein d'espèces, et au sein d'une espèce, il y a même plein de sous-populations qui sont en compétition, on peut les voir en compétition les unes par rapport aux autres. Et clairement, à toutes ces échelles-là, on tend à trouver un truc assez inégal, comme je vous montrais avant, où il y a des trucs qui sont très représentés et des trucs qui sont très rares. Ça semble être une loi assez générale que, pour une raison ou pour une autre, la biologie fait en sorte qu'au lieu d'avoir tout le monde à peu près, genre le modèle scandinave, tout le monde à peu près 10 individus, à l'intérieur des trucs, il y a vraiment beaucoup d'inégalités. Et par contre, entre les classes de trucs différents, il y a une forme d'égalité. Et c'est un mélange un peu bizarre, voilà. C'est de l'inégalité dans la famille, mais de l'égalité entre les familles, je sais pas. C'est un modèle américano-scandinave. Je vais y arriver. Couch. Alors, j'enchaîne sur le modèle scandinave, parce que là, du coup, on va vers... N'hésitez pas aussi si vous voulez parler, je peux faire une mini-pause de 30 secondes pour boire de l'eau. Je n'ai plus d'eau. J'ai plus une remarque qu'une question et Ouais. c'est faux. Je rêvais juste de dire ça. Merci. Merci. Je fais une micro-pause d'1 minute quand même. Le temps de laisser reposer la compétition. Merci pour l'eau. Moi j'ai un peu une question peut-être. Ouais. Est-ce qu'on arrive à identifier les phénomènes d'opportunité dans les exponentielles, c'est-à-dire les moments donnés où du fait d'une exponentielle d'une espèce, une autre espèce en profite pour elle-même avoir sa propre exponentielle qu'elle n'aurait pas eu sans? Ouais, je pense que ça va aller dans ce vers quoi je parle là. Si ça couvre pas ça, on en reparle. À la fin de 2. Donc là, mon personnage représentatif pour la deuxième partie, c'est Piotr Alexeyevitch Kropotkin, prince de naissance et anarchiste de profession. C'est plus facile d'être anarchiste quand on est prince, parce que globalement, c'est... Mais bon, 1842-1921, donc on est déjà le siècle d'après. Lui non plus, c'est pas un écologue, mais lui aussi, il est représentatif d'un truc. Il a quand même écrit sur la bio, sur la philo de la bio. Sur le fait que, en fait, l'entraide et l'interdépendance, c'est quand même un truc assez important. La compétition, c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et en fait, une façon de présenter les trucs, ça serait, ok, quand on parle compétition en écologie, on pense à la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est ultra dense, il y a plein d'espèces qui essaient de vivre, tout le monde veut aller vers la lumière du soleil, tout le monde veut avoir de la place au sol, donc c'est vraiment un pancrace, quoi. Vous voyez des arbres qui vont sur d'autres arbres, je sais pas ce qu'ils font là, c'est horrible. Et il y a sans arrêt des trucs qui meurent parce que d'autres ont réussi à passer un peu au-dessus et les couvrir avec leurs propres branches, et du coup le truc en dessous a plus de lumière, et du coup il périt. Voilà. La nature est terrible. Mais donc dans un endroit comme ça, c'est facile d'imaginer qu'il y a de la compétition entre arbres. Mais peut-être notre point de départ, ça ne devrait pas être ces endroits ultra compétitifs. Ça devrait peut-être être plutôt un endroit comme ça, dans lequel en fait, le problème c'est pas coexister, c'est juste exister tout court. L'environnement est super dur. L'environnement non vivant est super dur. Et si on arrive tout juste à s'accrocher quelque part, c'est déjà cool. Et typiquement, il s'avère que dans ce genre d'environnement, il y a un espèce de principe qui est, typiquement, plus l'environnement est dur, plus les interactions écologiques qu'on voit entre espèces tendent à être des interactions d'entraide, plutôt que des interactions de compétition. Peut-être parce qu'elles n'ont pas le choix, si elles font pas ça, elles crèvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de trucs du genre, des espèces pionnières qui viennent s'ancrer quelque part, et puis une fois qu'il y a cette espèce-là, d'autres peuvent venir se rajouter, des choses comme ça. Donc il y a vraiment cette vision de la vie est une petite étincelle perdue dans l'univers, elle essaie de s'accrocher au truc, et voilà. Et c'est pas une vision débile non plus, en fait, c'est vraiment un postulat, un point de départ complètement différent pour les théories, dans lequel se pose pas du tout la question de la compétition, enfin, on pourrait arriver à se la poser, mais c'est pas ça le truc le plus flagrant qui nous intéresse.
Est-ce que ça dépend du type d'écosystème, essentiellement? Ça dépend probablement du type d'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de beaucoup de ce genre de trucs, c'est que les gens sont très influencés par quels endroits naturels ils sont allés étudier eux-mêmes. On est écologue des poissons de telle mare ou des arbres de telle forêt. Et selon là où on a étudié notre système, parfois on peut penser que le monde est globalement comme ça. On va généraliser sur la base de ça. On va dire, en fait, même dans une forêt amazonienne, ce qui compte, c'est plus lutter contre l'environnement ou contre les difficultés de... Enfin, pas l'environnement, mais les difficultés physico-chimiques de survie. Parce qu'en fait, on trouve plein de symbioses aussi dans les forêts amazoniennes. Parce que, mettons, les sols sont... à certains endroits, ils sont, je sais pas, plus délavés ou des choses comme ça, donc il y a des symbioses pour arriver à gérer ça. Donc en fait, c'est plus une question de, selon votre expérience, quelle situation vous êtes familière et vous allez essayer de généraliser au reste du monde. Et du coup, alors parmi les options, donc il y a cette option dont je parlais, les ensemble contre le monde, donc les symbioses, un cas très très classique dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les symbioses entre champignons et plantes. Donc il faut savoir que quand la vie est sortie des océans, alors ça c'est pas vraiment un océan, bon vous vous représentez dans votre tête, quand la vie est sortie des océans, les premières plantes qui ont réussi à pousser sur Terre, elles ont poussé de genre 1 cm de haut. Il n'y a pas eu d'arbres gros, a priori, en tout cas c'est très débattu, mais probablement pas de gros arbres avant qu'il commence à y avoir des symbioses entre plantes et champignons, parce que les champignons dans les racines aident les plantes à utiliser les nutriments présents dans le sol, et en échange les plantes filent plein de sucre aux champignons. Alors c'est la fête, il y a du sucre tout le temps, les champignons croissent, et voilà. Donc en fait, probablement que la raison pour laquelle il peut y avoir des énormes arbres et des trucs comme ça, c'est entièrement à la base grâce à cette symbiose avec des champignons, et parfois avec des bactéries. Donc vraiment un truc très très gentil, très bisounours. On est d'accord que là sur ton truc, du coup on est en millions d'années. Et oui. Ça veut dire que pendant genre 100 millions d'années, il y a que genre des plantes de 1 ou 2 cm. Oui, voilà, pendant super longtemps, personne n'arrivait à pousser, c'était vraiment des micro-trucs. Donc clairement, ça c'est l'exemple représentatif de, ok, le monde est dur, on sort de l'océan, dehors c'est horrible. Il n'y a rien de cool. Parce qu'il n'y a pas encore de sol en fait, il n'y a pas encore de sol, enfin de terre quoi. Il n'y a pas de terreau, quoi, c'est juste du caillou et du sable. Et du coup, pour arriver à se développer, il faut s'entraîner. Il y a aussi la version un peu moins bisounours, qui est aussi prévalente dans la nature, qui est, on profite les uns des autres. On est interdépendants, on ne se fait pas du bien mutuellement, on se fait du bien dans une direction. Du genre, pour qu'il y ait des sauterelles, il faut bien qu'il y ait des trucs à bouffer. Puis les sauterelles se font bouffer par autre chose, puis par autre chose, puis par autre chose. Puis à la fin, tout ça est mort et mangé par des champignons qui redonnent, c'est le grand cycle de la vie. Mais ça requiert aussi que... Enfin, c'est quand même une vision dans laquelle il n'y a pas de compétition entre un hibou et de l'herbe. Enfin, pas... C'est un peu difficile à imaginer, sauf vraiment à cette échelle super macroscopique que je vous montrais entre genre les bactéries et les baleines. On pourrait éventuellement dire, dans le grand schéma métaphysique de la vie, il y a une compétition entre les hiboux et les herbes. Mais globalement, ce qui compte plus, c'est l'interdépendance. C'est où est-ce qu'on va trouver des trucs que peuvent manger les hiboux. C'est ça qui va décider où est-ce qu'il y a des hiboux. Du coup, des champignons de hiboux. Et il y a cette idée que là, la diversité crée la diversité. En fait, plus il y a de fleurs différentes, plus il y a de pollinisateurs différents qui peuvent venir polliniser les plantes. Et du coup, plus il y a encore plus de plantes différentes qui peuvent arriver. Donc, c'est un peu un mécanisme d'emballement dans la vie. Que plus il y a de formes de vie différentes, plus on peut en créer des nouvelles. C'est plutôt un truc dans lequel, au lieu de se dire les formes de vie se butent les unes les autres, c'est plutôt qu'elles soient gentilles avec les autres ou même qu'elles profitent juste les unes des autres. Quand même, la diversité crée la diversité. Et donc du coup, alors compétition ou interdépendance, il y a un fond idéologique qui est pas étonnant. Hein. C'est qu'on a un économiste anglais et un anarchiste russe. Je vous laisse deviner globalement les tendances des gens. Que celui-là il regarde la compétition, que celui-là il regarde l'entraide, c'est pas très, très étonnant. Et c'est un point que j'aimerais que je laisserai développer si un jour je reviens ici, ce que j'espère à l'occasion, c'est à quel point il y a des liens entre nos théories de la société et nos théories de la nature. En fait, on est vraiment très 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 biaisé par la façon dont on pense les rapports entre humains quand on commence à regarder les non-humains. Donc bon, moi, automatiquement j'ai de la sympathie pour l'anarchiste russe.
Mais bon, ça c'est juste une question. Vous avez le droit d'être un économiste anglais, je vous jugerai pas. Parce que tu viens d'Ariel. Parce que je viens d'Ariel. Voilà. Je pense que lui, il préfère. Avec une casquette presse. Avec une casquette presse. Il y a de la diversité. Il y a de la diversité. Un détail rigolo, d'ailleurs, en parlant de diversité, ça, il y a un papier joli qui montre que les endroits où il y a de la diversité d'espèces sont aussi des endroits où il y a de la diversité de langues. Il y a énormément de diversité d'espèces vivantes et de langues autour des tropiques, et beaucoup moins quand on s'éloigne des tropiques. Alors, et vraiment, ça suit. Si on fait les deux courbes se superposent, quoi. C'est assez joli. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a des explications? C'est à voir. Je pourrais laisser ça pour la discussion. Voilà. Donc, ok. Il y a ce côté idéologique qui fait que pendant longtemps, des Anglais disaient un truc et des Russes disaient un autre truc sur les mêmes phénomènes. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et du coup, c'est un peu le job, là encore, des données, des maths et des choses comme ça, pour savoir laquelle des forces est la plus importante entre la compétition et l'interdépendance. Alors là, je vous propose une deuxième petite tentative d'exercice. C'est à prendre avec beaucoup de grains de sel, 1 milliard de grains de sel, 1 tonne de sel. Mais voici 2 cartes du monde dans un article récent. C'est des plantes. C'est la diversité d'espèces de plantes dans différents pays du monde. Donc en jaune, c'est très divers ici. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité de plantes dans les Andes, par exemple, et en Mongolie. Je suppose que c'est plutôt l'intérieur de la Chine. En fait, les forêts, j'imagine l'intérieur de la Chine, j'en sais rien. Là, j'avoue que j'échoue un petit peu en géographie pour savoir pourquoi exactement ça. C'est pas des frontières géographiques, en fait, c'est des frontières de climat. D'où le fait que ça ne ressemble pas toujours à des pays que vous connaissez. Alors, il y a la France-Espagne, là. L'Inde est cohérente, quoi. L'Inde est cohérente, ouais. Le Sahara n'a pas beaucoup de diversité de plantes. Je pense que vous ne serez pas très très surpris. L'Antarctique n'est même pas sur la carte. Voilà. Mais par contre, là, c'est une certaine estimation, très très débattable, mais on tente, de à quelle vitesse les espèces se diversifient. Donc en fait, là, en jaune, c'est où est-ce qu'il y a de la création de nouvelles diversités. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de diversité qui se crée dans des endroits, ici, là, en Anatolie, en Scandinavie, dans l'Ouest américain, et pas trop aux endroits où il y a de la diversité présente. Alors, est-ce que pour vous, si on acceptait ça, est-ce que pour vous, ça va plutôt en faveur de la compétition ou de l'entraide? La compétition. Qui a dit ça? Non, merci. Alors, pourquoi? Parce que du coup, ça montre que quand il n'y a pas de compétition, il y a plus de diversité qui se crée, donc plus d'opportunités. Ouais, que dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de compétiteurs déjà, il y a plus de diversité qui peut se créer. C'est ça l'argument? Ouais. Donc du coup, voilà, ça c'est le genre de données qu'on peut utiliser effectivement pour argumenter en faveur de la compétition, qui est que apparemment, c'est pas aux endroits où il y a beaucoup d'espèces qui sont créées qu'on trouve beaucoup d'espèces. On trouve beaucoup d'espèces à des endroits où c'est cool, peut-être, où il peut y avoir peut-être beaucoup de refuges ou quelque chose, où elles sont moins butées par la compétition, globalement. Mais la création se fait pas... Enfin voilà. Si on partait sur le principe de l'interdépendance, on pourrait s'attendre que là où il y a des espèces qui sont créées, ça permet encore plus d'espèces d'arriver, par ce principe de la diversité crée la diversité. Et du coup, les deux cartes seraient superposables. Là, elles ne le sont clairement pas. Et typiquement, vous voyez en fait les endroits où on voit beaucoup de diversité de plantes, c'est vraiment des endroits refuges, typiquement des montagnes, des trucs comme ça, dans lesquels, à haute altitude, il y a des plantes qui peuvent survivre là, qui se font buter en plaine, mais elles arrivent à se loger dans des coins un peu paumés et à survivre. Donc ça, c'est un des arguments en faveur de la compétition. Il y en a autant en faveur de l'entraide. C'est très très difficile de juger, et peut-être que selon les espèces, selon les environnements, c'est plus vrai l'un ou l'autre. Est-ce qu'ils ont fait ces cartes pour autre chose que des plantes? Il y a des cartes comme ça pour plein de choses, mais là j'avoue que j'ai pas cherché pour autre chose que les plantes. Et c'est difficile en fait pour beaucoup de choses. En fait, savoir où est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces, ça c'est assez facile. Enfin, c'est relativement facile. Savoir où est-ce qu'il y a beaucoup de diversification, beaucoup de création de diversité, c'est difficile. Ouais. Ces endroits où il y a plus de diversification, ça a l'air de correspondre pas mal à des pays du Nord où du coup il y a beaucoup d'artificialisation et de fragmentation, et du coup ça correspond à plein de petits espaces qu'on avait vu avant, donc ça pourrait aussi être ça la raison. Ça pourrait aussi être ça. Ça pourrait aussi être ça. En fait, il y a plein de raisons possibles. Ça pourrait être que c'est des environnements avec des environnements durs de manière générale. Du coup, ça pousse les trucs à s'adapter de manière différente.
c'est des environnements fragmentés. Du coup, même par chance, en fait, une espèce peut en créer plusieurs quand elle se retrouve séparée par chance entre différentes populations. C'est quoi l'échelle de temps du taux de diversification? Alors, ouais, là le problème c'est qu'en fait on n'a pas une échelle de temps. Ouais. C'est en fait plutôt, là c'est un calcul très indirect. C'est plutôt à quel point les espèces qu'on trouve là sont similaires entre elles. En fait, à quel point il faut remonter dans le temps avant de trouver des ancêtres communs. Donc s'il faut remonter il y a longtemps, je vais me foirer à tous les coups. On peut tromper une fois 1000 personnes. Mais bon, vous voyez l'idée. Et du coup, il y a peu de traces de l'impact humain. Ouais, non, là c'est clairement avant les impacts humains. Okay. Mais c'est clairement. En fait, il y a des trucs géologiques qui peuvent causer les mêmes choses que les impacts humains. Effectivement, en fait, ça c'est un truc qui est très difficile par contre, c'est connecter ce qu'on appelle la microévolution, c'est-à-dire ce qu'on peut voir sur l'échelle de notre vie à nous, à la macroévolution. On voit qu'il y a des nouvelles espèces qui sont créées. Un endroit où j'ai bossé avant, il y avait un couple de chercheurs de 90 ans qui allaient tous les ans depuis qu'ils avaient 20 ans sur les îles Galapagos et qui avaient vu une nouvelle espèce de pinson apparaître de leur vivant. C'est cool. Ils étaient vieux, très mignons, donc c'était charmant. Mais bon, c'est difficile de projeter et d'extrapoler à partir de ce qu'on a vu de notre vivant sur... là, les échelles de temps de la spéciation, c'est des millions d'années, quoi, typiquement. Voilà. Donc là, ça fait quand même des grands-parents vraiment très très vieux, quoi. Enfin, il n'y a pas de couple de petits vieux qui étaient là il y a 1 million d'années, malheureusement. Pas que je sache. Donc voilà, alors je sais pas, est-ce que ça a répondu à la question des exponentiels qui se... Alors, deuxième petite boisson, enfin petite gorgée d'eau, et après je vous parle de mon troisième candidat. Alors, c'est vendredi soir, hein, c'est rude pour tout le monde. Vous tenez bien la route, hein, je suis super rude. Donc, mon troisième candidat, c'est Moto Kimura, ou Kimura Moto, je crois que Moto c'est son prénom. Biologiste japonais. Mais lui ne s'intéressait pas vraiment à l'écologie, il s'intéressait aux protéines. Mais il a quand même proposé un truc intéressant. C'est en fait, toutes vos explications là, de l'entraide, de la compétition, rien à battre, tout c'est du hasard, tout c'est de la chance. On comprend rien, c'est des compliqués, voilà. Il a renoncé quoi, lui. Il a renoncé mais productivement. Il est connu un siècle après pour avoir renoncé de façon productive. Voilà. Donc en fait, le problème c'est qu'en écologie, l'explication simple, ça trouve très vite ses limites. Il y a plein de trucs compliqués, enfin tellement compliqués que c'est absurde que ça fonctionne. Genre il y a un papier assez joli qui montre qu'il y a des poissons là qui ont un impact sur des plantes par le fait que les poissons mangent des larves qui deviendraient des libellules, qui mangeraient les pollinisateurs, enfin qui mangeraient ou infecteraient avec leur... Enfin bref, buteraient des pollinisateurs qui iraient polliniser des plantes. Donc vous comprenez pas, vous allez pêcher un poisson et le lendemain il y a toutes vos plantes qui meurent. Voilà, c'est l'écologie. C'est compliqué. Donc du coup là, voilà, si j'essaie de prédire où est-ce qu'on va trouver des plantes qui sont liées à ça, bon, heureusement c'est pas toujours comme ça. Et pour trouver des grandes tendances, c'est un peu comme la météo et le changement climatique, si vous voulez. Les grandes tendances, on arrive à les choper, plus ou moins bien, mais on a des idées. Arriver à prédire s'il va pleuvoir ou pas dans 2 semaines, ça c'est un peu sans espoir. Et ça c'est un peu de l'ordre de savoir s'il va pleuvoir dans 2 semaines pour des poissons et des plantes. Mais bon, c'est cool qu'il y ait des expériences comme ça qui marchent. Et donc du coup, ça veut dire que dans les cas où il y a plein de facteurs comme ça, honnêtement, vous pouvez plus vraiment réfléchir en termes très très déterministes. Ok, là je sais que ma plante elle va vivre ou je sais qu'elle va mourir. C'est il pourrait se passer ça, peut-être. Genre 20% de chance, allez, 30%. je vous donne 30%. Et c'est pour ça que les changements climatiques sont difficiles justement à prévoir de manière très précise. Ouais, localement, sur des temps courts, c'est très très difficile. Et en plus, d'autant que là, le changement climatique, ça rend encore plus chaotique, quoi. Ça augmente le rôle du hasard. Et donc du coup, un autre truc, c'est le monde est globalement mouvant. Et ça, c'est important pour la biodiversité, que l'environnement ne soit pas toujours le même. Parce que quand vous avez des changements d'environnement, ça peut aider à garder plus d'espèces. Donc le fait qu'il y ait des saisons, le fait qu'il y ait des espèces qui aiment bien l'hiver, des espèces qui aiment bien l'été, le fait qu'il y ait des feux intermittents dans toutes les forêts,
Alors, vous pouvez trouver ça cool ou pas cool, c'est débattable, mais d'un pur point de vue de biodiversité, quand la forêt n'a pas eu de feu depuis longtemps, vous voyez juste plein de grands arbres. Mais quand il y a localement des petits feux qui ramènent ça à du sol nu, ça permet à des plantes plus petites de repousser, puis elles se font remplacer par des plus grosses plantes, puis par des encore plus grosses plantes. Et en fait, à l'échelle de tout un paysage, ça fait que vous avez toute une mosaïque de forêts à différents âges, et qui permettent à plus d'espèces au total de coexister. C'est vachement débattu ça en ce moment, notamment en écologie, sur le fait qu'il faudrait faire des incendies préventifs pour éviter les méga-feux et pour préserver la Exactement, en fait, c'est super contre-intuitif. C'est contre-intuitif, qu'en fait, si on empêche les feux pendant trop longtemps, on accumule beaucoup de bois mort et de trucs comme ça, qui fait que s'il y a un feu, ça va être un feu partout. Du coup, il n'y aura plus rien, du coup, il n'y a rien qui repousse. Alors que s'il y a des petits feux localement, ils ne s'étendent pas trop, parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas encore trop sensibles au feu, où il n'y a pas trop de bois mort, etc. Et du coup, ça se gère mieux. Alors, ça fait partie des trucs pragmatiques à prendre en compte. Il faut savoir globalement que étudier l'écologie, ça force à être intéressé par la biodiversité de trucs qui, à la base, ont l'air vraiment ennuyeux, comme des prairies ou des marais. On se dit pas, c'est ultra. Voilà, quand on veut faire de la biologie, on se dit je vais étudier les coraux, des choses comme ça, et puis on se retrouve à étudier les marais, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de biodiversité dans les marais. C'est naze, mais c'est comme ça. Shrek serait pas content avec ce que tu dis. Pardon, ok. Big respect aux marais. Il y a toute la tribu du marécage qui est là ce soir. C'est bien les marais, les bayous, c'est cool, il y a des crocos, il y a des choses, c'est cool. On peut faire du gombo, c'est bon. Et donc, bref, tout ça pour dire que le fait que le monde soit compliqué et mouvant, aussi émouvant parfois, mais voilà, ça veut dire que parfois on peut plus juste faire de la causalité trop simple. Et dans ce cas-là, on peut essayer d'attraper les choses par le hasard. Le hasard, c'est pas forcément un renoncement complet à faire de la théorie, on peut faire des théories basées sur le hasard. Et donc, il y a une théorie là, inspirée de la théorie de Kimura, où on dit en gros, si je fais un modèle dans mon ordinateur avec des petites plantes, c'est un petit jeu vidéo un peu naze là, dans lequel il y a des arbres de différents types, et chaque année, il y a des arbres qui meurent, et par chance, on choisit au hasard quel arbre meurt, et puis il y a un arbre qui se reproduit au hasard pour remplacer l'arbre mort, et puis de temps en temps, il y a d'autres espèces qui arrivent, etc. Tout ça au hasard, toutes les espèces sont identiques, il n'y a pas des bonnes espèces, des mauvaises espèces, c'est juste par chance, que du hasard. Et il s'avère qu'avec juste ça, on arrive à reproduire vraiment très très bien les données d'abondance d'espèces. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des espèces très rares, le fait qu'il y ait des espèces très, très abondantes, et vraiment la courbe précise du fait que voilà, ça c'est des espèces ultra rares, ça c'est des espèces très abondantes, et combien d'espèces il y a de chaque type. Donc là, juste les barres là, c'est les données, et la courbe, c'est simulation. C'est ça, merci. Ça, c'est des données qui viennent d'une forêt tropicale. Et la courbe continue, là, c'est des petites simulations pourries comme ça, avec genre 2 paramètres, quelle est la probabilité de mourir, quelle est la probabilité de naître. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le modèle. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour avoir du succès. Alors, en l'occurrence, le fait qu'il y ait des espèces très abondantes, des espèces très rares, ça ne veut pas du tout dire que les espèces abondantes sont des meilleures espèces, qu'elles sont plus adaptées, qu'elles sont plus efficaces. C'est juste par chance, en fait. La chance suffit à reproduire exactement ce qu'on voit dans la nature en termes de à quel point il y a de l'inégalité. Là aussi, petit message politique potentiellement. Est-ce que les gens riches sont les gens qui le méritent? Pardon, l'ariège remonte. Ça, leur forêt n'a pas assez brûlé. Est-ce que les espèces qui sont déjà plus nombreuses, elles vont pouvoir se multiplier plus parce qu'elles sont déjà plus nombreuses et c'est pour ça qu'elles se maintiennent? C'est exactement ça le principe. C'est qu'en fait, vu qu'on choisit au hasard qui va se reproduire, si vous êtes déjà plus nombreux, vous vous reproduisez encore plus. C'est juste un processus de si tu es riche, tu deviens encore plus riche. Et en fait, il y en a beaucoup en biologie. Il n'y en a pas qu'en biologie, mais il y en a beaucoup en biologie. Et donc, c'est une explication potentielle à cette question de pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inégalités entre les choses qui font partie d'une même famille, quoi, entre les différentes espèces de pigeons, les différents trucs comme ça. Peut-être qu'à l'intérieur des pigeons, c'est que du hasard qui décide s'il y a tel sous-type de pigeon qui va gagner. Et le hasard, ça suffit à créer cette inégalité. Par contre, ça peut changer. Non, je t'en prie. Ok. Donc voilà, le hasard. Pardon. Et en fait, il s'avère que l'idée que le hasard c'est une force agissante, c'est pas juste je comprends rien, c'est un truc que je peux maîtriser mathématiquement.
ça a été vraiment une grosse avancée à travers les sciences. C'est en biologie l'idée que les variations peuvent être aléatoires et ça peut quand même amener des choses intéressantes. En physique, l'idée de l'entropie, vous avez entendu ce terme, ça flotte. Non, voilà. Tout ça, c'est dire en fait, le hasard, c'est une puissance, quoi. C'est un peu, ok, là je pars un peu dans l'ésotérisme. C'est un truc qui a des conséquences réelles sur le monde et qu'on peut théoriser et qu'on peut comprendre. Mais le problème, une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos avancées mathématiques sont des avancées basées sur le hasard, c'est qu'en fait notre cerveau de base, il est mal fait pour comprendre le hasard. On est bien fait pour comprendre les explications simples du genre la compétition et l'entraide. Tous les singes qui ont réussi à survivre sont des singes qui comprennent le concept de compétition et le concept d'entraide. Et le concept de hasard, ça ne fait pas partie des trucs qui étaient apparemment évolutivement intéressants pour des primates dans notre genre. Du coup, on est vraiment des quiches en compréhension de hasard et on a besoin des maths pour le gérer. Et je vais juste vous donner un exemple de à quel point c'est dur pour nous de gérer, de comprendre le hasard. C'est une question toute bête. En 2016, Nate Silver, qui est un type qui est a priori relativement intelligent, avait fait une prédiction que Trump avait 28,6% de chance de gagner aux élections. Ça, c'était très peu de temps avant les élections. Est-ce que cette prédiction était correcte? Pas super. Mais... Alors, argument. Qui est pour non, déjà? Super. Ouais. Qui est pour oui? C'est une bonne prédiction. Qui ont pour on ne sait pas. Le reste du coup. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne prédiction? Parce que ça peut être un instant T, en fait, qu'il a pu avoir raison à cet instant T et qu'il y a eu un événement qui a changé. Là, c'était vraiment quasiment aux veilles de l'élection. Donc, il aurait... Alors, effectivement, il s'est passé des trucs. Hein. Juste avant l'élection, il y a eu des emails de Hillary Clinton et des trucs comme ça qui ont clairement fait changer la balance. Mais là, a priori, c'était presque à jour. Il y a le fait que 28%, c'est pas si peu, en fait. Enfin, on a l'impression que c'est très peu, parce qu'on voit une grosse barre et une petite barre, mais 28%, c'est pas négligeable, quoi. Il y a 3 univers, il y en a un où il gagne, tu vois, puis c'était le nôtre. Ouais. Mais la question, c'est sur quel modèle est-ce qu'il s'est basé pour faire sa prédiction aussi? Parce que là, on n'a aucune indication sur les hypothèses qu'il a considérées, le panel, etc. Donc, effectivement, c'est difficile à savoir, mais si on avait juste ce nombre-là, est-ce qu'on peut juger si c'est un bon nombre ou pas? Moi, je voulais dire s'il a publié son sondage et que... Alors justement, ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça qui nous fausse en fait dans notre réflexion, c'est que c'est pas un sondage en l'occurrence, c'est une prédiction de quelle est la probabilité de la chance de gagner. Voilà, pardon. Ça aurait dû être beaucoup plus clair. Il n'y avait pas une question de grands électeurs en étape intermédiaire qui avait des thèmes de complexité, cette prédiction? Si, clairement. Mais en fait, justement, là, il y a un truc très très subtil sur cette probabilité. C'est qu'en fait, là, il ne dit pas « je pense que 28,6% des gens vont voter pour Donald Trump ». Il disait « je pense que s'il y avait 1 milliard d'univers différents, très légèrement différents, 1 milliard de dimensions parallèles, il y a 28% de ces dimensions dans lesquelles Trump aurait gagné ». Effectivement, c'est un univers sur 3. En fait, peut-être que la prédiction était parfaitement correcte, parce qu'une fois sur 3, un truc comme ça va se réaliser. Et justement, nous, on tend à penser en termes de fréquence de « ok, il y a 28% des gens qui votent pour Trump », ça c'était faux. Effectivement, il y a plus que 28% des gens qui ont voté pour Trump. Et peut-être que Trump avait juste une chance sur 3 de gagner, parce que ça s'est joué à des micro-trucs, avec des grands électeurs, avec tout ce bazar. Il y a des 10 000 voix près dans tes unité, et des trucs exactement, comme ça, des choses très très fines. Ouais. C'est un peu bizarre quand même de dire qu'un vote c'est quelque chose d'aléatoire aussi. Là, c'est... Ça dépend de la cravate. En France, beaucoup de gens ne savent pas pour qui est-ce qu'ils vont voter. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, il suffit de marcher dans une crotte de chien pour changer son vote, de voir un clochard. Là, en l'occurrence, je peux vous dire le genre d'élément que lui utilisait dans son modèle. C'était un modèle basé sur la démographie. Il savait que typiquement, les Afro-Américains de 15 à 39 ans tendaient à voter plutôt comme ça, mais tel État avait tel nombre d'électeurs. Enfin, il avait vraiment essayé de prendre en compte tous ces facteurs-là. Et à la fin, il disait, avec toutes les petites incertitudes que j'ai, genre 5% d'erreur là, 5% d'erreur là, si je fais tourner ma simulation 100 fois, bah dans 29 des fois, il y a Trump qui gagne, et dans le reste, c'est Hillary qui gagne. De toute façon, même une prédiction à 0,5%, le fait que Trump ait été élu ne veut pas dire que sa prédiction était fausse. Effectivement. On ne connaît pas le lien entre ce qui s'est réalisé et la probabilité que ça avait de se réaliser, en fait. Effectivement. C'est juste que si jamais il y a un truc qu'on prédit à 0,05% et que ça se produit,
c'est que soit notre modèle était très faux, soit, oui, parfois ça arrive. Parfois ça arrive, c'est vraiment pas de bol. Là. C'est vraiment très mal. Si on le répète, en fait, on peut pas savoir à quel point. C'est ça. En fait, il faut avoir plein d'États-Unis avec plein de Trump pour. Tous les jours, il y a quelqu'un qui gagne au loto, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a aucune chance de gagner. C'est ça, exactement, en fait. Chaque fois qu'il y a le loto, quelqu'un a gagné, mais la probabilité que ce soit vous, elle est. Voilà. Donc c'est vraiment ça la différence entre la fréquence, enfin l'occurrence et la probabilité, c'est pas du tout le même genre d'objet. Et c'est pour ça qu'on a besoin de maths en fait pour gérer ces trucs-là. Voilà, j'en arrive à la fin quasiment de ce truc-là. Je vais juste faire un tout petit dernier point. Et après j'ouvrirai vraiment la discussion à tout. C'est en fait, après avoir traversé ces trucs-là, ça a jeté un regard un peu différent, je pense, sur ce qu'on veut dire aussi par la biodiversité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait... je vais y arriver. C'est qu'en fait, je suis parti de diversité d'espèces, de compter des espèces, puis j'ai fait un glissement subtil vers le fait de parler d'une diversité de rôles. Et clairement, ça c'est un truc important en écologie, ce concept de rôle, parce qu'on voit bien que, on veut dire intuitivement, au sein d'un rôle, il y a de la compétition. Entre les rôles, il y a potentiellement de l'interdépendance. Et quand les rôles ne sont pas bien définis, c'est le hasard qui prime. Donc quelque part, ça va être un petit peu dans cet ancrage, cette tension entre espèces et rôles. Qu'est-ce qui est important vraiment pour la biodiversité? Qu'on va peut-être arriver à... Enfin, que la théorie essaie de comprendre, du coup, le rôle de ces différentes forces, quoi. Enfin, l'importance de ces différentes forces. Et évidemment, le problème, c'est que c'est facile de compter les espèces. Enfin, c'est relativement facile. Je pense que ça demande du boulot, mais voilà. Ça se fait. Compter les rôles, c'est beaucoup plus difficile à définir en fait. Typiquement parce que, ok, un rôle peut être pris par plusieurs espèces. Là, il y a différentes espèces qui se disputent le rôle de top prédateur. Mais on peut aussi avoir une espèce qui peut avoir plusieurs rôles. Alors, vous pouvez essayer de me donner quelques exemples qui vous viennent en tête d'une espèce qui aurait des rôles très très différents dans des écosystèmes, dans des... Les humains. Les humains. C'est un bon. Des bisons, ça broute et en même temps ça disperse des graines, par exemple. Ouais. Tout à fait. Donc, par exemple, dans le rôle de brouteur, ça pourrait être remplacé par d'autres brouteurs, genre des micro-brouteurs comme des capybaras. Ou dans le rôle de disperseur de graines, ça pourrait être remplacé par d'autres gros trucs qui sont des prédateurs, par exemple, et pas du tout des... et qui juste sont des trucs qui leur collent. Est-ce que les pollinisateurs, ça marcherait avant Ouais. J'allais dire, les baleines, parce que de leur vivant, elles sont l'escalonge et tout. Et quand il y a une baleine qui meurt et que la carcasse elle tombe au fond, il y a genre 100 ans d'écosystème juste sur la carcasse. Quoi. Ouais, c'est le festival pour les planctons, pour tous les machins quand il y a une baleine meurt. Ouais, les pollinisateurs qui servent à la fois de stock de bouffe pour les grenouilles et compagnie et qui pollinisent. Quoi. Ouais, et il y a des cas même, pour moi le cas le plus extrême, ça va vers les pollinisateurs, hein. C'est les insectes, ça fait des trucs complètement différents au cours d'une même vie. Un seul individu peut occuper des rôles écologiques complètement différents selon qu'il est jeune, moyennement jeune ou pas jeune. Adulte, imago, tout ces trucs-là. Voilà. Donc, ok, un rôle peut être occupé par plusieurs espèces, une espèce peut occuper plusieurs rôles. Donc clairement, il y a une tension entre ces deux visions du monde. Et donc du coup, c'est par exemple un dilemme pour la conservation. Est-ce qu'on veut se focaliser sur les espèces ou est-ce qu'on veut se focaliser sur les rôles, à supposer qu'on puisse les définir? D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde dans lequel on garderait une espèce par rôle? Ok, on aurait décidé buter tous les pigeons sauf un. Une espèce. Et ça va. Alors peut-être le seul truc qui donne un peu espoir, c'est que c'est vraiment difficile d'estimer la diversité de rôles. C'est un débat très très profond en écologie. Mais si vous prenez plein de façons différentes d'estimer la diversité de rôles, là je vous montre des graphes où il y a nombre d'espèces sur les X et nombre de rôles sur les Y. Et globalement, bon an, mal an, pour plein de définitions de rôles différents, là c'est des caractères de Bumblebee, comment ça s'appelle, de Bourdon, merci. Ça c'est de la diversité de plantes. Bon an, mal an, si vous sauvez plein d'espèces, vous sauvez plein de rôles aussi. Donc on peut se dire, ok. Parfois il y aura des compromis à faire, mais c'est pas complètement débile d'aller sauver des espèces. Si vous devez retenir un truc de... Je suis filmé, tout c'est réglé. Je vivrai tout ça. Ouais, merci. Édité au montage. Et alors, un tout dernier jeu. Donc, avec tout ce que je vous ai raconté, là, tout ce dont je vous ai farci le crâne pendant 1 heure à peu près, imaginez que vous êtes ce crapaud.
Ça, c'est un cane toad, c'est un crapaud des cannes à sucre, introduit en Australie pour bouffer des insectes qui parasitaient les cannes à sucre. Et c'est devenu une des espèces invasives les plus massives en Australie, c'est une catastrophe. À votre avis, est-ce que cette espèce a plus de chances d'envahir un écosystème avec peu d'espèces ou un écosystème avec beaucoup d'espèces préexistantes? On lance un but. Pardon? On lance un but. C'est une très bonne... c'est une très bonne possibilité. Peut-être que c'est... Oui. Tout dépend des espèces de l'écosystème. Tout dépend des espèces. Donc quel genre de... Là c'est... Bah, s'il se nourrit d'insectes et que c'est un écosystème où il y a beaucoup de variétés d'insectes, bah, même s'il est rempli de beaucoup d'espèces, peut-être qu'il aura plus de chances d'envahir cet écosystème. Mais après, si c'est un écosystème où il y a des prédateurs, pour lui, ben, il aura moins de chances et il aurait eu plus de chances dans un où il y avait moins de ces prédateurs. Ouais. D'autres arguments, d'autres idées? Ouais, s'il a des compétiteurs et qu'il y a d'autres espèces de crapauds qui sont déjà sur la même niche, c'est un peu compliqué. Ouais. D'autres opinions là-dessus? Peu d'espèces du même rôle en fait. Ouais. C'est la question du rôle. Là. Ouais. On s'en fout, c'est juste sur son rôle à lui, il faut qu'il en ait pas et là c'est bon. Ouais. Et typiquement, sur son rôle à lui, il faut qu'il en ait pas. Et puis s'il y en a d'autres dans les rôles dont il dépend, c'est cool. Par exemple, plein d'espèces d'insectes qu'il pourrait bouffer, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Voilà. On peut s'inventer des nouveaux rôles aussi avec un nouvel écosystème. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un mélange de tout ça, en réalité, qui se passe. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'une espèce devient invasive alors que plein d'autres espèces arrivent et puis il y en a 3 qui vivent là et puis c'est tout. C'est très compliqué en fait. Il y a sans arrêt des milliers d'espèces qui arrivent à plein d'endroits. Et la plupart ne deviennent pas ce machin-là qui dévaste la moitié d'Australie, quoi. Donc en fait, c'est un mélange de plein de choses différentes. Il y a plein d'hypothèses en compétition et probablement toutes ces hypothèses sont plus ou moins vraies, selon les moments. Typiquement, une espèce qui arrive à un endroit où elle n'a pas de prédateur et pas de pathogènes aussi. Ça, c'est important, pas de bactéries, de virus, de trucs comme ça qui peuvent les parasiter, a des chances de s'en sortir. C'est une des raisons pour lesquelles, souvent, il y a des espèces qui sont toutes pourries dans leur environnement normal. Elles arrivent quelque part et là, elles défoncent tout. Ces grenouilles-là, c'est pas une grenouille très impressionnante. Ça vient d'Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, c'est pas très impressionnant. Il y en a des petites populations par-ci par-là, mais ça remplit pas la terre, quoi. Et donc, une combinaison de tout ce bazar fait que, en fait, ouais. Donc, ma conclusion, c'est que les invasions, c'est compliqué. Surtout en Australie, parce qu'ils ont eu les lapins, les émeus, les crapauds. Ouais, en Australie, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, mais pourtant, ça va pas en s'améliorant. Et que du coup, voilà pourquoi il y a des gens comme moi qui sont payés parfois à regarder des crapauds. Sur cette note, discussion ouverte. Merci à tous. Merci déjà. Moi j'ai une première question parce que du coup tu as parlé de l'entrée de la compétition de hasard et du coup j'imagine que dans le travail de recherche il faut que tu puisses une grille où tu vas attaquer les trucs par un seul angle, je sais pas lequel c'est le tien. Ouais, en fait le problème c'est que typiquement il y a des sous-spécialités de gens qui vraiment se focalisent sur certains de ces aspects-là. Et du coup arriver à faire le lien entre tous ces aspects-là, avoir une vision très intégrative, c'est difficile, il y a peu de gens qui le font. Et du coup, moi, j'estime que, en fait, je suis moi-même une espèce invasive. En fait, j'ai été, j'ai été éduqué en physique. Et du coup, je suis arrivé jusqu'à ma thèse. Je suis arrivé en écologie de l'extérieur. Et je me suis dit, mais en fait, je comprends rien. Parce que selon que je lis un bouquin de gens qui regardent des poissons ou de gens qui regardent des crapauds, ils ont des théories complètement différentes. Et en fait, le fait d'être de l'extérieur, ça me force à essayer de parler à plein de gens différents, à parler à plein d'experts de plein de domaines. Depuis des bactéries jusqu'à des poissons. Donc il y a un marché pour les gens qui aimeraient jouer un peu le rôle de faire le pont entre ces trucs-là. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire à l'INTP. Typiquement, on est un peu un noyau de gens qui essaient de faire ça. Il n'y a pas que nous, mais il n'y a pas tant de gens que ça qu'il faut. Je boucle une deuxième conférence. Ouais, vas-y. Cool. Moi j'ai une question par rapport à tout ça. On a vu la biomasse, on a vu aussi tous les différents rôles et tout ça. Alors je sais pas si c'est justement ancré dans le temps, mais comme on est dans le changement climatique, on en parle beaucoup, est-ce qu'on a aussi un rapport avec les autres extractions de masse? Est-ce que c'est reproductible et est-ce que c'est pas juste une vision trop concentrée qu'on dit il y a tout qui s'éteint, mais en fait est-ce que c'est pas juste un changement je sais pas,
des bactéries qui vont prendre plus de biomasse, mais qui vont avoir la même diversité de rôles, etc. Ça fait partie des questions ouvertes, c'est-à-dire que... On ne sait pas encore le modèle, c'est ça? En gros, ce que je peux dire, je peux dire 2 trucs. Le premier truc, c'est que... alors, c'est des trucs qui sont difficiles à estimer précisément, et comme toute personne qui est scientifique de profession, je suis ultra frileux. Donc, j'hésite toujours à clamer des choses très, 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 très sauvagement. Mais il y a de bonnes raisons de croire que la vitesse d'extinction actuelle, c'est 100 fois la vitesse normale d'extinction. Donc, il y a un truc qui se passe. Après, est-ce que le truc qui se passe, c'est grave? Si on est d'accord avec le fait que sur la Terre, bientôt, il n'y a plus que des pigeons, des rats et des cafards, c'est pas grave. Enfin, peut-être que... Pardon ? Ça dépend de l'échelle, en fait. Ça dépend... À notre échelle, c'est grave. C'est-à-dire que oui, de notre point de vue, globalement, je pense que la vie sur Terre, elle s'en remettra d'une manière ou d'une autre, elle s'est remise des autres extinctions de masse, mais il y a des chances qu'elle s'en remette sans nous. Donc, c'est à vous de voir si c'est grave pour vous ou pas. Mais donc voilà, il y a ce côté où clairement il y a un phénomène d'extinction. Après, en science, le consensus globalement c'est de dire il se passe un truc pas cool, mais pour être bien publié et bien cité en science, c'est cool d'être polémique. Du coup, il y a des scientifiques qui ont fait leur beurre de dire précisément regardez, il y a des espèces qui meurent, mais c'est pas grave parce qu'il y a des pigeons qui viennent remplacer. Alors, c'est vrai. Et peut-être qu'on peut réfléchir comme ça, peut-être qu'en fait les écosystèmes vont pas tous s'effondrer automatiquement du moment qu'il reste une plante, un herbivore, un carnivore, juste une espèce par rôle, peut-être que ça suffit. Mais je dirais que pour pas mal de choses... En fait, le problème c'est que on n'arrive pas à savoir ce qu'on perdrait. En fait, c'est plus un principe de sécurité, ou de précaution, quoi. C'est qu'on ne sait pas vraiment ce que font la plupart des espèces. On ne sait pas s'il y en a besoin ou pas. C'est très très dur à dire. Parce qu'il y a tellement de liens directs, comme tu montrais Ouais. sur un schéma, que c'est compliqué. Enfin, s'il reste 3 espèces, on n'a plus de biodiversité. Enfin, soyons clairs, Oui. on parle de 2 millions à 3, Oui. on n'a plus de biodiversité. Après, Non, on effectivement. a de la vie. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a plus de biodiversité. Alors, disons plus que 1, ça reste de la biodiversité. Après, non, je veux dire, c'est pas le sens. Oui, non, je suis d'accord. Après, la diversité, c'est ce qui permet de faire face à quand il y a une catastrophe. En fait, je veux dire, si par exemple il y a un changement massif sur la Terre, il y a une météorite qui arrive et s'il n'y a que 3 espèces, bah, il y a moins de chances qu'il y ait une espèce qui survive. Ouais, ça c'est un des arguments classiques, c'est que c'est un des arguments contre les monocultures, par exemple, des trucs comme ça. Par exemple, je sais pas, vous êtes peut-être au courant que l'énorme majorité des bananes qu'on mange sont des clones les unes des autres, elles ont exactement les mêmes gènes. Du coup, si un jour il y a un super parasite de cette banane-là, on n'a plus de banane, quoi. C'est la fin. C'est ce qui est arrivé à la variété précédente de bananes qu'on consommait. C'est bon. Effectivement. Donc du coup, c'est vrai qu'au moins on peut se dire que ce serait cool de garder des variants juste pour avoir un tampon. Et peut-être aussi que tous ces variants font des trucs qu'on ne sait pas. Mais peut-être que non. Ils n'ont pas cette problématique-là en Inde aussi sur les forêts, les domaines de reforestation, où il y a beaucoup de gigaforêts qui sont replantées, mais justement avec très peu d'essences d'arbres différentes, et en fait ils sont en train de se rendre compte, ils sont résilientes à rien du tout, et que dès qu'il y a un nouveau champi, un nouvel insecte, un nouveau machin, en fait il faut tout recommencer, et c'est perpétuel comme ça. Ouais, c'est le gros challenge de l'agroécologie, de l'éco-foresterie, etc. C'est qu'en fait, globalement, on se dit que planter 1 milliard de fois le même arbre côte à côte, c'est pas un super plan. C'est celui de la France pourtant. La dune Pilat, tout ça, voilà. Mais c'est sûr que si on veut un gros rendement, typiquement, en fait, on tend, quand on met plein de trucs ensemble différents, à avoir un meilleur rendement que la moyenne des trucs individuels, mais rarement avoir un meilleur rendement que le meilleur des trucs individuels. Si vous voyez ce que je veux dire ? Que typiquement, si on met ensemble du riz et du maïs, par exemple dans un champ, on a typiquement moins de rendement que si on avait juste mis le meilleur entre le riz et le maïs, mais plus de rendement que la moyenne du riz et du maïs, et un rendement qui est plus stable si jamais il y a un truc qui se casse la tronche. Donc c'est des compromis, c'est des choix de société, des choix de développement. Ils ont trouvé le curseur aussi de qu'est-ce qui est acceptable économiquement, écologiquement. Ouais. Après, la dernière fois qu'on a laissé que 2 êtres humains se reproduire entre eux, ça a rarement tenu longtemps en fait. En fait on n'est pas trop sur un pool génétique qui se renouvelle pas. Effectivement. Adam et Ève, ils ont bien réussi. C'est pour voir ça. Moi, Je me posais une question par rapport aux espèces invasives, parce que ça arrive que dans certains écosystèmes, après une perturbation, on peut avoir une espèce qui va prendre toute la place. C'est typiquement le cas avec la bardane ou avec dans des grandes monocultures.
est-ce que on peut les comprendre de la même façon que des espèces invasives et du coup les mêmes modèles des espèces invasives, ça fonctionne sur les proliférantes? Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. En fait, la notion d'invasif, c'est un critère humain, c'est pas un critère biologique en réalité. Typiquement, c'est une espèce proliférante avec des impacts qu'on n'aime pas. On appelle ça une invasive. Enfin, il y a un milliard de définitions. C'est de la science. C'est de la biologie, donc il y a des définitions. Mais ouais, tout à fait. Souvent, c'est sur un principe comme ça, c'est que des écosystèmes appauvris en diversité sont souvent plus facilement envahis, des écosystèmes perturbés. Ça, c'est une règle générale. Pas toujours vrai, mais c'est une règle générale. J'ai une question sur quand tu parlais tout à l'heure des simulations avec le hasard. Ouais. Qui rendent fidèlement compte de la abondance, fréquence des espèces. Genre, j'arrive pas bien à cerner les limites de ça, c'est genre, ça marche dans certains écosystèmes, on voit que c'est suffisamment pertinent pour dire, ok, il y a un truc qui se passe, ou est-ce que c'est vraiment genre une sorte de force de fond qu'on observe absolument partout, avec des variations en fonction aussi de la compétition d'entre elles. Je vois pas le spectre en gros de ce truc-là. Honnêtement, ça marche vraiment bien. Okay. À plein d'endroits, mais ça ne garantit pas que c'est la bonne explication. Tout ce qu'on peut dire, c'est que une autre explication ne fait pas mieux que le hasard. Après, en combinant plusieurs observations, on peut éventuellement éliminer le hasard. Par exemple, le hasard, il peut nous prédire qu'il y a des espèces rares et des espèces abondantes, mais il nous dirait, si on recommençait le même écosystème ailleurs, ça ne devrait pas être les mêmes qui sont rares et qui sont abondantes, puisque c'est du hasard. Alors que si on voit que c'est les mêmes qui redeviennent rares ou abondantes, là on sait que ce n'est pas le hasard qui joue, c'est autre chose. Et donc il y a des cas où on sait clairement que c'est pas le hasard. Mais... Ouais, vas-y. C'était par rapport aux questions par rapport à l'entraide. Alors il y a un truc, je sais pas quel fondement scientifique ça a, c'est en général on met tout ça dans le grand modèle Gaïa, qui est ce truc de dire que en fait les conditions d'habitabilité sur Terre, en fait c'est des êtres vivants qui eux-mêmes finissent par produire les conditions d'habitabilité avec les cycles du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Ça, c'est un fondement scientifique, ça peut être utilisé, ou c'est juste un délire qui a été abandonné et mis au placard? Alors, il y a des aspects qui sont clairement vrais sans aucun doute. Typiquement, avant qu'il y ait des cyanobactéries qui pompent de l'oxygène dans l'atmosphère, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc typiquement, tous les trucs qui ont besoin d'oxygène dans l'atmosphère, ils n'auraient pas été là. La question, c'est à quel point est-ce que tout ça, c'est comme un grand organisme ou pas. Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des profiteurs et pas de l'entraide. On pourrait dire, par exemple, une plante n'est pas forcément heureuse qu'il y ait des herbivores. Voilà. Même ça, c'est débattu, parce que les herbivores font des bouses, et les bouses, c'est un bon fertilisant. Donc, il y a même des gens qui défendent l'idée que se faire bouffer, c'est pas si mal que ça pour le long terme. Sur le long terme, pour nous, c'est pas cool. Enfin, pour la personne qui se fait bouffer, c'est pas cool. Mais sur le long terme, c'est cool grâce aux bouses. Mais il pourrait, en tout cas, clairement, il y a des êtres vivants qui créent des conditions d'existence pour d'autres. Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est vraiment un cycle dans lequel chacun a besoin de tous les autres, comme si c'était les cellules d'un corps, et que tout le monde s'éteindra ensemble? Ça, c'est beaucoup plus débattable. Mais je pense qu'on est quelque part sur le spectre entre... On n'est clairement pas des espèces indépendantes, et je pense qu'on n'est pas un méga-organisme non plus. Mais on peut se demander, est-ce que par exemple, un écosystème, ça peut évoluer comme un organisme? Est-ce que c'est assez intégré, un écosystème, pour que la théorie de l'évolution s'applique ou pas? Et ça, c'est des questions complètement ouvertes. C'est le genre de questions ouvertes où, quelle que soit l'opinion qu'on a, il y a des gens qui vont venir frapper à notre porte avec des fourches et des torches. Mais c'est une question ouverte. Je pense que c'est aussi le type de question où il y a à la fois beaucoup d'empirisme dessus et des sciences qui ne sont pas difficiles à mettre en data dedans, la philosophie ou des choses comme ça. En fait, c'est le genre de trucs, arrête-moi si je dis une bêtise, mais qui sont super difficiles à prouver, tu vois. Oui. Parce qu'autant, comme tu dis, le rôle du hasard, tu peux faire une simulation, tu peux comparer, etc. Mais savoir si on a un grand organisme, il faudrait nous-mêmes dans un microscope de Galactus. Effectivement, si on avait plein de terres répliquées, un des problèmes, en fait, c'est que tout simplement, pour vraiment pouvoir juger de l'évolution de trucs comme ça, il faut avoir plus qu'un individu. Et la Terre, on en a une. Du coup, on ne peut pas vraiment faire un différentiel de qu'est-ce qui se passe si j'ôte cette espèce sur la Terre numéro 3.
pour vraiment juger, ah oui, en fait, c'était important. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, des modèles informatiques n'aideraient pas Bah c'est raisonnement ce qu'on essaie de faire. Mais après, est-ce qu'on arrive à les croire ou pas? Moi, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais en fait, l'écologie scientifique, l'écologie théorique comme ça, avec des modèles, etc., c'est une chose très jeune, en fait. Ça fait depuis les années 50-60 qu'on fait ça. Donc il faut dire que la physique, ça fait 5 siècles, quoi. Donc on est à peu près au stade de la physique de 1650, quoi. Il y a Galilée qui est en train de se faire brûler, là, enfin voilà, c'est le niveau. Et c'est normal, enfin... Si ça va à tout le monde, je pense qu'on peut... Après, de toute manière, comme on a du temps encore après, même si ouais. vous pouvez vite nous discuter. Voilà, tout à fait. Juste ne vous sentez pas au courant des causes du silence. On peut couper cet enregistrement.